présence aujourd'hui. Alors nous avons dans 48 heures, samedi 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une journée mise en place par l'ONU, et une journée particulièrement importante, puisque l'actualité malheureusement l'a encore montré, les femmes et les filles sont victimes de toutes sortes de formes de violence. Et parmi celles-ci, et l'ONU s'intéresse beaucoup à cela, parmi ces formes de violence, il y a de nouvelles formes de violence dont la gestation pour autrui fait partie. La Manif pour tous est organisme consultatif à l'ONU depuis juillet 2016. J'étais en septembre dernier à la session de l'ONU sur l'exploitation et le trafic d'êtres humains. Et l'ONU, au cours de cette session, a beaucoup insisté sur la nécessité de lutter contre les nouvelles formes de violence et a beaucoup insisté aussi sur des formes d'aliénation de la femme. Et l'expérience de l'ONU montre, et c'est dûment mentionné également par l'ONU, le fait que parfois les femmes peuvent se dire volontaires, des victimes peuvent se dire volontaires, mais dans l'exploitation, on sait en réalité que ce n'est pas qu'elles restent bien des victimes. Je dis cela aussi en lien avec le film Diana les épaules, qui est sur les écrans de cinéma en salle actuellement, et qui est l'histoire d'une GPA volontaire et gratuite, mais dont le film montre en réalité toutes les difficultés et tous les drames qui peuvent se jouer dans le contexte d'une GPA. Alors le débat en France et j'allais dire dans le monde sur la question de la GPA a évolué ces dernières années. On voit d'une manière générale à l'ONU, on voit d'une manière générale dans le monde un certain recul sur la GPA. Je veux dire que de plus en plus de pays commencent à poser des limites, des pays qui furent des Eldorado de la GPA, par exemple l'Inde, le Népal, la Thaïlande, le Cambodge, posent maintenant des limites à la GPA. Ce sont des pays qui n'avaient auparavant ni loi autorisant, ni loi limitant. Et bien maintenant, ces pays légifèrent les uns après les autres. En France, il n'y a plus depuis quelques années, où il y a très peu de personnes qui revendiquent la légalisation de la gestation pour autrui. Alors qu'il y a eu des propositions de loi il y a quelques années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La GPA heurte beaucoup les Français, si je vais donc au-delà des politiques. Alors, en revanche, le débat s'est déplacé sur la possibilité d'encadrer la GPA compte tenu des dérives que l'on peut constater dans le monde. Et même en France, il y a des personnes qui demandent l'encadrement de la gestation pour autrui, au motif que des Français recourent à la GPA à l'étranger, et puis demandent également que les enfants nés par GPA soient reconnus comme tout un chacun à l'état civil, même s'ils ont bien sûr un état civil dans leur pays de naissance. Donc on voit bien que le débat s'est déplacé, mais il reste quand même présent, et d'autant plus présent que PMA sans père et GPA sont des sujets, comme ça a été très souvent souligné, Emmanuel Macron l'a lui-même évoqué, sont des sujets qui vont ensemble malgré tout. Alors sur cette question de l'encadrement, la Manif pour tous a mené une enquête, depuis Paris d'abord, où nous avons appelé, échangé avec un certain nombre d'acteurs de la question de la GPA en Thaïlande. La Thaïlande a donc encadré, a voté une loi d'encadrement en 2015, et très concrètement, nous voulions savoir, et nous avons été bien sûr sur place, nous voulions savoir si cette loi d'encadrement était efficace. Alors d'abord, en quoi consiste cette loi d'encadrement? Quelles limites pose-t-elle? On s'est aperçu qu'effectivement les limites n'étaient pas tout à fait celles qui avaient été relayées dans les médias occidentaux, enfin dans les médias, voilà, parce que tout cela demande bien sûr beaucoup de précision et d'expertise. Donc c'était vraiment intéressant d'aller sur place pour voir de manière très précise ce qu'il en est. Et puis, nous avons voulu voir quelle efficacité. Est-ce que le nombre de GPA a été réduit? Est-ce que ça se passe dans des conditions différentes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en Thaïlande, un véritable respect de la dignité de la femme et de l'enfant?
Ce documentaire dure une vingtaine de minutes. Il a été réalisé à l'issue de cette enquête avec des personnalités officielles, publiques, et puis aussi des commerciaux d'agences de gestation pour autrui que nous avons rencontrés. Et vous verrez, interviewés en caméra cachée. Alors, nous avions aussi l'attention, parce que l'enquête a été faite sur plusieurs pays en Asie du Sud-Est, et nous devions aussi aller à Vientiane en Thaïlande, au Laos, pardon, et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a une large plaque tournante, on est dans un contexte de mondialisation, une large plaque tournante aussi bien en Asie du Sud-Est que sur l'ensemble des continents, et on retrouve d'ailleurs un certain nombre d'acteurs. Finalement nous avons concentré ces rencontres, cette enquête sur la Thaïlande, en tout cas dans le documentaire. Alors par ailleurs dans le documentaire, il y a un certain nombre d'intervenants, nous en avons rencontré davantage sur place, mais nous avons voulu faire un focus explicite et sans ouvrir trop de pistes en même temps. Alors avec moi Anne-Chaude Thomas, qui est psychothérapeute, spécialiste de la relation mère-enfant et auteur d'un ouvrage, d'un ouvrage tout récent, Un cri secret d'enfant, attachement mère-enfant. Et Anne nous parlera de cette question qui est au cœur de la GPA, la relation mère-enfant, après le documentaire. Et puis pour finir, j'évoquerai rapidement la situation législative et juridique dans le monde très vite, mais surtout en France. Voilà, je vous remercie et on va mettre en route le documentaire. Toutes les agences disent clairement qu'elles pratiquent des GPA en Thaïlande en dépit de la législation, dont il ne sera par ailleurs pratiquement pas question dans nos échanges écrits et oraux. Nous décidons de prendre rendez-vous avec deux agences. La première est New Genetics Global. Nous rencontrons Josh dans un bâtiment d'affaires. Avant notre rendez-vous, il nous fait parvenir un dossier complet. Devis, profil des mères porteuses, démarches médicales à effectuer. Lorsque nous évoquons par mail la législation thaïlandaise, il répond qu'il n'y a aucun problème. Josh nous explique la procédure. Puisque Valérie peut fournir ses ovocytes, elle pourra bénéficier de la promotion Bring Your Own Eggs. Clairement, pour lui, la question est secondaire. Il ne s'agit que de mères porteuses. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est qu'elles ont déjà eu des enfants, donc elles sont bonnes pour mener à terme une grossesse et satisfaire ses clients. Le seul point qu'il aborde, c'est qu'il serait plutôt mieux qu'elles ne soient pas thaïlandaises à cause de la loi. C'est l'unique évocation de la législation nationale. Si néanmoins Valérie préfère une mère porteuse thaïlandaise, c'est possible. Il ne sera jamais question de l'enfant, et encore moins de la mère porteuse. Ces deux-là sont totalement absents de la conversation. Il s'agit juste d'un contrat commercial, dont les aspects pratiques doivent être passés en revue. Malgré la loi, il est donc très facile de rencontrer des agences et de signer des contrats de GPA commercial en Thaïlande. Comme un domino, le trafic passe d'un pays à l'autre. Après le Cambodge, en passe de légiférer sur la GPA au moment de notre enquête, le Laos devient le nouvel Eldorado pour les agences qui profitent de la zone grise du pays sur le sujet. Forte de son travail d'investigation sur le terrain, la Manif pour tous est intervenue à l'ONU pour alerter de la situation réelle à travers le monde. Pour faire disparaître cette violence faite aux femmes, la seule solution, c'est l'abolition internationale de la GPA. Mesdames, Messieurs, la dignité de la femme n'a pas de frontières. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire. Nous devons aux femmes et aux filles l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Comme vous avez pu le voir, ce documentaire a pour angle particulier la question de l'encadrement. Il y a eu un certain nombre de documentaires depuis quelques années, y compris sur des chaînes de télévision, de documentaires sur la GPA, mais là l'angle est un angle véritablement inédit. Alors avant d'évoquer la situation dans le monde et en France, je passe la parole à Anne-Chaude Thomas. Merci Anne. Merci Valérie. Merci de me donner l'occasion de parler au nom de ces petits qui n'ont pas de voix pour parler, au nom de ceux dont on ne parle pas,
ou si peu dans les débats autour de la GPA, nous l'avons vu, l'enfant. Nous ne cessons d'entendre parler de droit à l'égalité, de principe de non-discrimination, mais je m'effraie de ce manque de clairvoyance. Qu'en est-il du bébé, premier intéressé dans la GPA? Est-ce parce qu'ils n'ont pas encore de parole propre pour donner son avis ou pour crier le dommage et l'injustice qui lui sont faits que l'on peut ignorer les enjeux qui le concernent directement dans son devenir? Comment se fait-il que l'on n'ait pas le même souci d'égalité et de respect des droits des enfants qui, eux, n'ont pas la possibilité de donner leur avis? Comment se fait-il que seuls les adultes, et surtout ceux qui ont de l'argent, aient cette possibilité d'exercer un pouvoir ou mettre en œuvre des pratiques qui vont générer des conséquences plus que probablement compliquées, douloureuses, sur des petites personnes, ces effectivement qui sont encore si petites et donc totalement dépendantes, soumises aux décisions d'adultes, sans voix propre pour se défendre? Je vous parle à cause de ce que je vois en tant que psychothérapeute, étant témoin de souffrances de nombreux enfants, d'hommes, de femmes, de familles. Car lorsqu'un enfant souffre, c'est une famille entière qui souffre. Ces enfants à la grande vulnérabilité encore, et à qui on ne pose pas la question, on programme déjà pour eux, à l'avance, de très probables vives souffrances sous prétexte d'un bien qui serait fait aux adultes. Ce sont eux, les enfants, qui vivent la plus grande inégalité. Ce n'est souhaitable pour personne de naître d'une GPA. Il existe sur Internet un jeu qui s'appelle Second Life. C'est un jeu qui permet de se créer une autre vie, une seconde vie, selon ce que le joueur a toujours voulu ou rêvé, être danseur, explorateur, pilote de guerre, héros d'une aventure. Cette jeune fille, qui avait été montrée lors d'une émission télévisée avec deux papas, soi-disant heureuses, et dans un lien magnifique avec ses pères, ces deux papas, allant faire des courses avec l'un d'entre eux, ne va pas bien du tout. Elle a des idées de mort, elle est dépressive et elle consulte. Elle s'est créée, savez-vous quoi sur ce jeu? Une maman. Ces enfants qui soi-disant vont bien avec deux pères, deux mères ou seulement une mère, eh bien non. Pour certains d'entre eux, ils ne vont pas bien du tout, mais les perturbations sont cachées, dissimulées. Je pense aussi à cette petite fille qui va de lui-même faire un lien conscient avec ce qui lui est arrivé lors de la période in utero. Tout cela n'avait pas été dit, ne lui avait pas été dit, était resté logé dans son inconscient. Il se fait que les parents consultent pour ce petit enfant qui est d'une grande agressivité vis-à-vis de sa maman. Systématiquement, ils la repoussent, chagrinés après, effectivement. Mais c'est comme plus fort que lui. Il se fait que dans l'histoire de vie de cet enfant, et c'est ce que je vais observer dans une grande série de situations, il s'est passé quelque chose. Dans cette situation-là, il y a eu une amniosynthèse, qui est donc le prélèvement d'un petit peu de liquide amniotique pour vérifier pourquoi il y a une suspicion de handicap et pour le confirmer. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la mère a un mouvement de rétraction par rapport à cet attachement premier face à l'enfant. Et il se fait que cela marque l'enfant, cela laisse une trace en lui. Alors effectivement, après, il est nécessaire de lui raconter son histoire pour qu'il le comprenne, mais bien souvent, les enfants font le lien lorsqu'on leur raconte l'histoire. J'ai comme ça une pile de dossiers, de situations telles que celle-là ou d'autres, ou qui parlent aussi d'angoisse à partir de séparations qui ont lieu à la naissance. Ces histoires racontent la prégnance des empreintes prénatales, des mémoires précoces concernant le premier lien d'attachement et les ambiances émotionnelles vécues par la mère. C'est un réalisme auquel nul bébé ne peut échapper et que nul ne peut réprouver à ce jour. Et cela n'a rien à voir avec une envolée psychologico-subjective, mais cela se vérifie à partir des sciences humaines et des neurosciences. C'est ce qui me permet de dire que ce qui est fait au bébé né par GPA, et je le résume, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation de la procréation en dehors de la relation sexuelle, et il y a surtout cette séparation, cette rupture de naissance. Eh bien cela va très vraisemblablement ne pas laisser les enfants tranquilles au long des âges. Cela a dû les marquer d'une façon ou d'une autre. Mais tous ces risques, tout ce que
Tout ce qui concerne l'enfant est mis de côté, occulté, et notre société en fait un débat autour d'enjeux de droit d'adulte à l'égalité, d'impératifs de non-discrimination. C'est effarant. Si je veux aller à l'essentiel concernant les enjeux pour le petit enfant, je dois parler de la relation, de cette importance de la relation corporelle, sensorielle et émotionnelle qui a démarré dès la conception d'un enfant. Tout ce qui se passe sur le plan sensitif, tout ce contact des sens du fœtus en plein éveil durant les 9 mois de gestation, tous ces échanges biologiques et émotionnels entre la mère et l'enfant porté, tout cela est extrêmement signifiant, fonde et enracine la teneur du premier lien fondamental sur lequel toute personne s'appuiera ou reviendra toute sa vie, qu'il en ait conscience ou non. Car cette petite glande qui s'appelle l'amygdale, celle qui se trouve dans le cerveau, qui est le socle neurologique des émotions, eh bien, elle n'oublie pas à travers le temps et les âges. Une infinité de messages sont transmis à l'enfant par la mère qui le porte et qui suscite la mémoire prénatale, cette mémoire qui devient pour lui un véritable patrimoine culturel, sensoriel et émotionnel de base pour l'enfant à naître. L'enfant attendu est autant habité par la mère que la mère habitée par l'enfant porté. C'est une relation étroite et forte qui se tisse très corporellement, sensitivement et émotionnellement. Alors, remettre l'enfant dans les bras d'une autre à la naissance est une rupture qui ne laisse pas l'enfant libre. Ce n'est pas possible autrement. L'enfant ne pourra jamais refaire ce lien avec ce patrimoine qu'il a forcément reçu. La seule chose qu'il gardera, ce sont les traces, les rappels sur le plan émotionnel. Et là, je suis témoin de tous ces enfants qui ont vécu une rupture à la naissance, quelle qu'en soit la raison, et qui sont saisis par l'éveil d'une angoisse d'abandon, où il y a aussi la persistance diffuse et impalpable d'une insécurité existentielle. Lorsque l'on prive un enfant de toutes ses racines prénatales dès l'origine de sa vie, c'est comme transplanter un petit arbrisseau, mais en coupant ses racines. Les racines sont perdues à jamais, même si on lui dit d'où il vient, même si on lui explique intellectuellement d'où il vient. Ces ancrages-là, étroitement liés à la mère qui l'a porté, mais aussi au père biologique, lui ont été retirés à jamais. Et cela crée quelque part en lui une béance. Dans la GPA, on passe donc à la trappe ce tissu relationnel qui se crée entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et son père, durant les 9 mois de grossesse, et dont l'enfant a pourtant besoin comme socle afin de se construire dans la cohérence de son humanité. Quelle tromperie de faire croire que tout va bien, surtout lorsqu'il est dit pour rassurer que le lien entre la mère porteuse et l'enfant est maintenu en ponctuant des temps de visite épisodiques. Comment l'enfant va-t-il s'y retrouver dans ce bricolage relationnel confus? N'est-ce pas de la poudre aux yeux qui voile le dommage de fond? Une autre valeur dont on coupe l'enfant nouveau-né, c'est cette conscience très affinée, très aiguisée de la mère vis-à-vis de son bébé, que le psychiatre Winnicott du temps passé, de l'époque passée, a appelé la préoccupation maternelle primaire. Et c'est ce qui lui fait connaître mieux que quiconque ce bébé-là. D'un point de vue hormonal, quelque chose s'est développé sur un plan très subtil, et ce qui la rend plus sage et plus savante que le plus grand des spécialistes par rapport à ce bébé-là, pas un autre. Toute cette compétence naturelle de la maman, le bébé n'en bénéficiera pas. Cette expérience relationnelle première, si affinée, qui noue si intimement la mère à l'enfant et l'enfant à sa mère, est abîmée, bafouée, comptée pour rien. Car si la mère porteuse ne peut que se protéger de cette expérience initiale si intime d'attachement réciproque, or même que la nature l'a dotée de cette capacité-là, elle s'en défendra sur le plan psychique, sachant qu'elle va se séparer de l'enfant qui n'est pas le sien, et elle en privera à jamais l'enfant. Aucun débat ne parle de cela, alors qu'il s'agit bien pour l'enfant d'un trou, d'un moment de vide existentiel tragique dans son histoire de vie. À l'heure pour lui de s'attacher, l'enfant se trouve comme suspendu dans un no man's land, dans une sorte d'abîme et d'absence,
de néant relationnel ou de confusion affective majeure. Un lien sans véritable consistance et surtout sans cohérence logique se crée pour lui et en lui. Alors que c'est pour lui le temps initial où il doit creuser, descendre dans l'humus de la terre qui le porte comme une petite graine pour y faire vraiment ses racines et pouvoir se déployer afin de percer à la lumière du jour. Comment peut-il se déposer dans cette terre-là? Et puisqu'il s'y dépose et s'y attache malgré tout, car la vie est plus forte, il en sera arraché dès sa mise au monde. Cette terre-là, c'est sa mère. Et sa mère, c'est au début de la vie et particulièrement à la naissance, celle qui lui donne le sentiment de sa propre existence. Sans elle, il se sent mourir, glissé dans le vide, n'ayant encore aucune conscience du soi autonome. Il n'a pas de conscience réflexive qui pourrait lui faire dire « ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre va m'aimer ». Il est totalement empreint de tous ces sens de la mère, cette mère-là qu'il a portée et qu'il connaît. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Quelle fragilisation pour ce petit être vulnérable, ainsi coupé de ses racines profondes, incorporé dans et par ses sens. C'est cette mémoire-là des sens qui lui permet de repérer sans aucune hésitation qui est sa mère et qui ne l'est pas. Quel effondrement cela prépare-t-il pour ces enfants-là, fragilisés dans leurs fondations procréatiques. De la même façon que les racines sont la base d'un arbre, les fondations procréatiques sont les racines du devenir de l'édifice humain. S'il y a peu de racines, au moindre coup de vent, l'arbre se brise et tombe à terre. Ce sont les racines de l'homme, ce temps de gestation. C'est la terre de l'homme, le ventre de la femme. La terre féconde où l'enfant à venir se constitue comme une graine qui se déploie dans la terre. Si la terre le rejette déjà, ou fait semblant de l'accueillir, en ne s'y attachant pas authentiquement, qu'est-ce que cela va donner? C'est comme une terre pierreuse, peu chaleureuse, où les racines trouveront malgré tout des petits chemins pour pénétrer l'humus, pour s'attacher quelque part et grandir, mais de quelle façon? Et pour ensuite en être arraché à l'heure de la naissance. Dans la nature, derrière tout déracinement, se cache le risque que le petit arbre ne reprenne pas ou reprenne mal. Nous ne pouvons décemment pas prendre ce risque lorsqu'il s'agit non pas d'un arbrisseau, mais d'une petite personne humaine. Une greffe a véritablement lieu dans la grossesse. Et si une femme peut décider de ne pas s'attacher au petit qu'elle porte, l'enfant, lui, ne le peut. Le lien d'attachement, c'est un processus naturel, vital, biologique et intuitif tout à la fois. Il n'est pas réfléchi par le fœtus. Il en a besoin pour vivre, pour se développer, pour grandir. Naturellement curieux de la relation, s'il ne perçoit pas cette franche réciprocité, il se construit dans une sensation de vide de lien ou de confusion affective, l'un et l'autre, infiniment délétère pour lui. La relation à la vie, à l'autre, à soi, elle se noue dès ces premiers instants-là. Et si on le coupe de cette relation-là, de ce premier lien qui est extrêmement fusionnel avec la mère, eh bien, c'est comme si, quelque part, une part de lui-même lui est arrachée et disparaît. Essayez de faire passer certaines GPA comme une bonne chose dès lors qu'elles seraient soi-disant éthiques est un mensonge, une perversion de la pensée. Une chose est de se relever d'une histoire d'adoption où les parents d'origine n'ont pas eu la capacité d'élever l'enfant attendu. Autre chose est de se relever d'une histoire où la mère porteuse a vendu l'enfant. Autour du débat de fond dans la GPA, je m'efforce à pointer quelque chose de fondamental, quelle que soit la façon violente que nous venons de le voir, ou en apparence plus soft dont la GPA se pratique. Je centre mon propos sur ce qui se joue au cœur de l'enfant. Je dénonce à quel point toute GPA est une dérive grave pour l'enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle s'organise, se déroule et se pratique. Je défends le cri étouffé de l'enfant. Je cherche à mettre en lumière ce qui se joue d'essentiel, de fondamental sur le plan relationnel au cœur de ce lieu secret
tout intime du sein maternel, qui est le lieu d'enracinement du devenir de tout être humain et dont les enjeux de construction de l'être au monde du tout petit et de tout un chacun ne changeront pas. La science aura beau évoluer, les fondamentaux qui construisent si intelligemment notre humanité, eux, resteront inchangés. Ils seront par contre blessés si ce qui est si bien ordonné dans la nature est dérangé, distordu, manipulé, dénié, non respecté. Quant à la femme dite mère porteuse, il faut également savoir qu'elle gardera des cellules de l'enfant et du père jusqu'à 30 ans après la naissance de celle-ci. Ce n'est pas rien, qu'elle le veuille ou non. Cet enfant, implanté en elle, porté et délaissé à la naissance, se rappellera à elle toute sa vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Merci de cette approche de la question sur un plan physiologique et psychique, puisque c'est le cœur du sujet. Alors, je reviens sur un plan un peu plus politique. Pour information, le thème 2017 de la journée pour la lutte contre les violences faites aux femmes, le thème 2017 est « Ne laisser personne de côté, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Ne laisser personne de côté ». Et c'est particulièrement intéressant dans un contexte où il y a des violences évidentes qui sont de plus en plus connues et qui font l'objet d'un très large scandale et traitement médiatique, et c'est bien. Mais il y a d'autres formes de violence, et si nous les laissons filer et se développer, eh bien nous nous trouverons dans une situation bien difficile dans quelques années. Alors, parce qu'effectivement, la GPA est en plein essor. Vous trouverez dans le dossier de presse des éléments sur le marché que cela représente. Mais plus nous attendons, plus il sera compliqué et difficile de mettre fin à cette pratique. Alors pour ce qui est de la situation dans le monde, le dossier de presse le détaille, mais il y a un certain nombre de pays dans lesquels la GPA ne fait pas l'objet de textes de loi, elle n'est ni autorisée ni légalisée, zone grise, donc il y a des pays dans lesquels tout est possible, il y a des pays dans lesquels c'est absolument et rigoureusement interdit, ils sont nombreux, la France en fait partie, et puis il y a des pays dans lesquels c'est donc autorisé mais encadré. Et quand la gestation pour autrui est encadrée, les conditions sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des éléments dans le dossier de presse. Alors par ailleurs, une autre chose importante de cette question de la GPA, c'est la mondialisation, c'est le trafic d'êtres humains, femmes et enfants. Vous avez vu dans le documentaire que les femmes concernées, les mères porteuses, sont déplacées d'un pays à l'autre, ce qui est donc l'un des deux faits qui définit l'exploitation et le trafic d'êtres humains. Et puis il y a toutes sortes de formes de violence, qu'elles soient physiques, éventuellement, cela donne lieu parfois à des viols, ça donne lieu à une contrainte extrêmement importante exercée sur la femme, cela donne même parfois lieu à des conditions coercitives, et cela donne lieu, par ailleurs, selon les cas, à une pression psychologique et à une forme de manipulation sociale. Il peut y avoir aussi le chantage affectif. Donc, comme dans d'autres trafics, comme dans la prostitution par exemple, on ne peut pas prétendre que toute femme mère porteuse, utilisée comme une incubatrice, n'est pas une victime. Pour en venir à la France, alors en France la gestation pour autrui est interdite depuis la loi de bioéthique de 1994. Cet interdit a été confirmé à plusieurs reprises. Cela étant dit, nous savons aussi par ailleurs qu'un certain nombre de mesures ont été prises qui conduisent à reconnaître les effets des contrats de GPA pratiqués par des Français, des célibataires, ou des couples hommes-femmes, ou des couples d'hommes, il y a différentes possibilités, pratiqués à l'étranger. Alors Manuel Valls disait en 2014, il n'est pas envisageable de reconnaître systématiquement, de transcrire systématiquement à l'état civil français les actes de naissance étrangers de ses enfants, parce que cela reviendrait à normaliser et reconnaître la gestation pour autrui.
Comme vous le savez, en réalité, c'est ce qui est en train de se passer avec notamment une décision de la Cour de cassation et également qui faisait suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme contre lesquels la France n'a pas fait appel. À ce propos-là, on parle très régulièrement de l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces décisions. En réalité, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est avant tout de ne pas être arraché à sa mère. Et j'ajoute, et Manuel Valls le reconnaissait lui-même en 2014, que ces enfants, heureusement, ne sont pas des petits fantômes de la République. Ils ont bien un état civil dans leur pays de naissance. Ils ont droit, d'après l'article 21-12 du Code civil, à la nationalité française, puisqu'ils sont élevés par des Français sur le sol français. Donc ça, c'est pour la nationalité. Et par ailleurs, il y a la question de la transcription à l'état civil. La CEDH a recommandé la retranscription de la filiation biologique avec le père. Puis, la Cour de cassation a été plus loin en validant l'adoption par l'enfant, l'adoption de l'enfant par le conjoint. On est quasiment à la reconnaissance complète des contrats de gestation pour autrui. C'est une pratique illégale qui est en train d'acquérir toutes les caractéristiques de la légalité. Par ailleurs, donc, il y a une très grande hypocrisie sur ce sujet, en dépit d'une violence extrême faite aux femmes et faite également aux enfants. Alors Emmanuel Macron se dit opposé à la gestation pour autrui, cela étant dit, et je rejoins là les propos d'un certain nombre d'observateurs, de personnes engagées, comme Sylvia Nakasinski, je rejoins là aussi les propos du CCNE, se dire opposé à la gestation pour autrui, mais tout en faisant des différences entre les GPA payantes ou gratuites, pose malgré tout des problèmes. Que l'on vende, que l'on donne un enfant est un problème, un enfant n'est pas la propriété de ses parents. Par ailleurs, Emmanuel Macron a donc annoncé une initiative internationale contre la GPA. Nous nous en réjouissons, bien entendu. Pour le moment, un peu comme Manuel Valls il y a quelques années, nous n'avons rien vu venir. Avec une inquiétude à ce sujet, c'est qu'Emmanuel Macron a évoqué la conférence de La Haye. Or, nous savons que la conférence de La Haye est en train de mener depuis plusieurs années un travail qui consiste en fait à l'élaboration d'un cadre de droit international privé. Ce qui serait une manière de contourner les législations nationales et en réalité de faciliter encore une fois cette pratique. C'est une autre forme d'encadrement qui passe par le droit international privé, mais il est clair que la conférence de La Haye ne vise pas à lutter contre la pratique de la gestation pour autrui. Donc, d'une part, nous appelons Emmanuel Macron à agir effectivement comme il l'a annoncé, avec une initiative internationale, mais bien de lutte contre cette pratique. Nous l'invitons à revenir sur cette question de la pratique de la GPA en France, puisque, encore une fois, le premier intérêt de l'enfant, c'est de ne pas être arraché à sa mère. Et nous l'invitons, puisqu'il dit « je suis favorable à la PMA sans père, mais opposé à la GPA », à revoir et à réétudier la question du lien entre les deux. S'il y a la PMA sans père pour une femme seule ou des femmes en couple de femmes, eh bien se pose inéluctablement la question de l'égalité pour les hommes. S'il y a un droit à l'enfant pour les femmes, quid des hommes? Donc nous sommes sur un terrain extrêmement périlleux et nous appelons Emmanuel Macron à la plus grande vigilance. À ce sujet, nous lui avons d'ailleurs écrit et il nous a répondu que cela ferait, la PMA sans père, l'objet des états généraux de la bioéthique. Nous allons voir si les états généraux de la bioéthique consistent en 2 ou 3 petites réunions ici et là en France, ou si c'est à la hauteur de ce qu'on appelle historiquement des états généraux, une véritable participation de tous ceux qui le souhaitent de la société française à ce débat majeur de la PMA sans père qui est donc lié à la GPA. Voilà, vous trouverez également dans le dossier de presse quelques citations qui, je crois, sont importantes de personnalités politiques, dont Édouard Philippe, Emmanuel Macron, de philosophes, et puis aussi les positions exprimées par le comité consultatif d'éthique, par le Parlement européen, et puis des textes internationaux. Vous verrez par ces textes internationaux que tout juridiquement, en principe, en fait, est en place pour que la GPA soit explicitement
est expressément interdite au niveau international. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez si vous avez des questions. Oui, Madame de la Recherche. Question pour l'AFP. Ce documentaire, c'est pour lancer une grande campagne, vous lancez quelque chose, ou c'est vraiment juste dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, on a marqué, puisque évidemment au cœur du sujet la femme et l'enfant aussi, mais l'un comme l'autre évidemment, et c'est une forme de violence faite aux femmes, donc nous avons souhaité faire le lancement spécifiquement pour ce moment-là, nous l'avons conçu pour ce moment-là et pour ce motif-là des violences faites aux femmes, mais la campagne va durer un certain temps, l'opération de diffusion va effectivement durer un certain temps. D'accord. À un moment, dans le documentaire, vous parlez de profit de plusieurs milliards de dollars pour les agences notamment qui proposent des GPA. Quelles sont vos sources là-dessus? Alors, vous avez la London School of Economics qui a fait une étude là-dessus. Alors, malheureusement, elle doit déjà avoir 2 ans. Vous avez un certain nombre aussi, tout simplement, de médias qui ont indiqué des chiffres. Ce sont des estimations, évidemment, puisque une grande partie de ce trafic est illégale. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dans le documentaire, c'est notre visite dans une clinique de GPA à Bangkok, puisque vous l'avez bien compris, le cadre posé en Thaïlande n'a pas changé la situation véritablement. Nous n'avons pas pu filmer en aucune manière, puisque ce sont des réseaux criminels. Voilà. Et autre question, alors, un peu volontairement, c'est un peu de la parallèle un peu bizarre et un peu tiré par les cheveux, mais on voit par exemple sur l'étude contre la légalisation contre le cannabis, un sujet qui n'a rien à voir, mais ça a permis d'encadrer parfois certains trafics et enfin même de les éliminer au final. Est-ce que justement poser un cadre légal ne permettrait pas d'éviter aussi ces réseaux criminels, comme vous les appelez, d'éviter ce trafic, parce que quand on légalise, justement, on passe dans le cadre de la loi, donc c'est encadré, donc... Alors écoutez, le documentaire, c'est la question qu'on s'est posée. On est allé voir sur place et la conclusion c'est que... Oui, la France n'est pas la Thaïlande. On a quand même un peu plus de... Enfin, je veux dire, on a un système qui est un peu plus efficace que certains pays pour lutter contre les trafics. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en France, en Europe, avec tout le cadre juridique qui peut exister, avec les services de police... Il y a deux choses. Mettons, c'est vous qui en faites le constat, moi je n'en suis pas certaine, mettons que la France soit plus efficace dans sa manière de veiller à l'encadrement, et ce dont je ne suis pas sûre d'une efficacité à 100%, loin s'en faut. Je vais vous donner une comparaison tout de suite, enfin un fait précis tout de suite. En France, la GPA est interdite. Il y a des agences de GPA nombreuses qui donnent des réunions, qui organisent des réunions très régulièrement en France. Nous sommes abonnés à des newsletters, nous avons assisté à certaines de ces réunions. Ni la police, ni la justice n'interviennent jamais, même quand on les signale. Donc il y a déjà une tolérance et une hypocrisie bien réelle à l'égard de cette pratique en France. Par ailleurs, vous avez eu il y a quelques semaines une femme qui 2 fois a vendu un enfant à un couple, elle était mère porteuse. Après la naissance, elle a dit qu'il était mort, elle avait donc touché l'argent, et puis après elle l'a vendu à un autre couple. Elle a fait ça 2 fois. La 2e fois, le couple qui avait été lésé a été devant la justice et cette dame a été condamnée pour escroquerie. Non pas pour gestation pour autrui, le couple non plus, elle a simplement été condamnée pour escroquerie. Donc il y a quand même déjà, alors que c'est interdit, un problème en France. Par ailleurs, l'autre question c'est de savoir, comme il est parfois dit, l'esclavage, est-ce qu'on peut se contenter de l'encadrer? C'est-à-dire en fait d'en admettre le principe. Alors peut-être que vous vous dites que l'esclavage c'est exagéré. La définition de l'esclavage dans la Convention relative à l'esclavage, c'est, pardon, je prends la citation, le titre exact, l'esclavage c'est l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Autrement dit, louer une femme, donner ou vendre un enfant, c'est se comporter en propriétaire d'être humain, c'est une forme d'esclavage. Eh bien, pour résumer ma réponse, voilà, est-ce qu'on peut encadrer un esclavage?
Je ne crois pas, je pense qu'on doit véritablement l'abolir. Voilà, donc il y a deux choses. Le principe même, est-ce qu'on l'accepte? Et deuxièmement, de toute façon, est-ce que l'encadrement est efficace? Il ne l'est pas. Alors dans le film d'ailleurs est évoquée la grande baisse du nombre de gestations pour autrui pratiquées en Thaïlande, ce qui est formidable, c'est déjà mieux. Cela étant dit, comme vous avez aussi entendu que l'un des intervenants, les deux font partie du comité d'éthique de gestion de suivi des GPA, dans le cadre légal. Hein, et ils répondent non, non, jamais entendu parler de trafic et d'illégalité. Vous avez vu aussi qu'à la fin du film, il y a eu encore un scandale récemment, lié aux personnes que nous avons rencontrées et que nous avions signalées aux ONG locales. Mais donc, voilà, clairement, ça n'est pas suffisant. À moins qu'on tolère l'exploitation des femmes sur un mode soft, la question est là. Vous avez des chiffres sur la France, sur la GPA? On sait que c'est comme c'est interdit, mais est-ce que vous avez pu avoir des chiffres sur les enfants qui reviennent chaque année de... Et alors, les enfants qui reviennent chaque année, et est-ce que, parce que même si c'est illégal, oui, on sait qu'il y a quelques GPA. Il y en a. Est-ce que vous avez des chiffres justement sur cette... J'ai pas les chiffres en tête, il me semble qu'on estime à une centaine ou un peu plus, enfin on est dans ces chiffres-là, d'enfants nés de GPA à l'étranger qui sont accueillis sur le sol français. Et sur les GPA pratiqués en France, puisqu'en effet vous avez raison, il y en a, en dehors de tout contrat, sans intermédiaire par conséquent, je ne sais pas, je pense que c'est très peu en réalité. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Il y a d'ailleurs eu aussi une affaire à Bordeaux récemment, dans laquelle un couple avait fait venir une femme de l'étranger pour accoucher d'un bébé. Donc là, carrément aussi, l'accouchement avait lieu en France. Voilà, une mère porteuse étrangère conduite en France. Donc il y en a, mais c'est probablement assez réduit. En revanche, on est dans une forme d'acceptation de l'idée que des Français exploitent des femmes à l'étranger et acquièrent des enfants. Ça, la France, ça n'est pas interdit aux Français à l'étranger. C'est important de bien l'avoir en tête. Donc on considère que la dignité des femmes au-delà de nos frontières n'a pas d'importance. Et alors, juste dernière question. Donc pour vous, c'est une violence faite aux femmes. Est-ce qu'il y a d'autres priorités dans la lutte contre les violences faites aux femmes de la Manif pour tous en plus de la GPA? Alors, toutes les formes, évidemment, toutes les formes de violences faites aux femmes nous préoccupent, bien entendu. Alors après, vous connaissez l'histoire de la Manif pour tous, hein, qui est liée à la question de l'altérité sexuelle dans le mariage et aux questions donc qui en sont les conséquences, à savoir la filiation père-mère-enfant. Voilà, on ne travaille pas sur l'ensemble des violences, et, parce que se poserait d'ailleurs aussi la question de travailler sur les violences faites aux enfants dans différents contextes, mais il y a des associations qui travaillent là-dessus, et donc nous ne développons pas de travail sur ces questions, mais bien sûr, nous en sommes bouleversés à l'évidence. Parce que là, on est en pleine conséquences et libération de la parole après l'affaire Weinstein. Tout à fait. Quel est le message de la Manif pour tous? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, pour lutter contre, en général, le sexisme? Voilà. Alors il y a deux choses. D'abord, notre combat est la famille, et la famille est un lieu fondamental d'éducation des enfants et d'éducation des garçons. Au respect de l'autre, l'éducation des filles aussi bien entendu, mais en famille, ce sont des enfants qui vont devenir des adultes, et je crois véritablement, nous croyons au rôle premier de la famille pour lutter contre la vulgarité. Pour une part, c'est une des questions qui se posent, enfin, la vulgarité, l'injure, l'insulte, le sexisme, et puis évidemment lutter contre éventuellement même des comportements violents. La famille, elle est justement ce lieu particulier et irremplaçable où se
où cette éducation doit se faire. Où cette éducation doit se faire. Et plus les familles vont bien, ça veut dire aussi plus elles sont prises en compte et soutenues par les gouvernements, mieux l'éducation peut se faire dans le cadre familial. L'école ne peut pas prendre, on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, l'école ne peut pas prendre la place de la famille dans l'éducation, elle peut compléter, elle doit être en cohérence bien sûr, mais le premier lieu de sociabilisation de l'enfant, de l'apprentissage de la solidarité, de la fraternité, eh bien c'est la famille. Et quand on sait que dans beaucoup de cadres familiaux, il y a énormément de violences faites aux femmes. Vous avez raison, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question des violences également dans le cadre familial. En l'occurrence, nous le dénonçons. C'est évidemment un drame immense. Voilà, mais la Manif pour tous, il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus, et donc nous n'avons pas développé de travail particulier. Nous sommes d'ailleurs en relation aussi avec des associations de mères seules ou de pères seuls, pères divorcés souvent, qui ne peuvent pas voir leur enfant. Et là, il y a là aussi une très grande source de souffrance. Alors on n'est pas tout à fait dans le contexte des violences, hein, mais aussi une très très grande source de souffrance. Donc vous voyez, dans la famille, le sujet est immense et nous n'allons pas sur tous les champs, ce qui serait d'abord omettre le fait que les associations font un travail remarquable, et puis nous ne prétendons pas à tout faire. Mais bien entendu, nous dénonçons et nous nous désolons de ces violences, bien sûr. Et pour revenir sur la GPA, est-ce que vous avez rencontré Marlène Schiappa? Qu'est-ce que vous lui demandez aussi Alors, c'est elle qui veut, voilà, elle a parlé de la PMA. Vous avez tout à fait raison. On a sollicité un rendez-vous auprès de Marlène Schiappa, nous n'avons pas eu de réponse. Et bien sûr, ce rendez-vous, nous l'avons sollicité suite à sa déclaration sur le fait qu'il y aurait un débat sur la PMA sans père, mais qu'elle serait légalisée. Elle donnait la conclusion du débat d'emblée. Voilà, mais elle n'a pas répondu à cette demande de rendez-vous, en dépit du fait que la Manif pour tous représente ou est capable de mobiliser, comme tout le monde le sait, des centaines de milliers de personnes. Donc nous avons une légitimité assez rare pour ce qui concerne ces sujets. Mais Marlène Schiappa n'a pas daigné répondre. Elle avait dit dans sa, je crois, à Tétu, non pardon, c'était Emmanuel Macron, je vous dis une bêtise, mais sur LCI, elle avait dit sur LCI qu'elle était prête éventuellement à nous rencontrer, et puis finalement, voilà, nous n'avons pas eu de réponse. Alors, il faut dire aussi, mais ça n'empêchait pas d'échanger sur cette question, sur laquelle elle est quand même très engagée, il faut dire que finalement, ce n'est pas elle qui traitera le sujet, ce sera Agnès Buzyn, la ministre de la des Solidarités et de la Santé. Vous ne l'avez pas rencontrée, Agnès Buzyn? Non, pas encore. Voilà. En tout cas, il y a malheureusement un certain nombre de violences gravissimes, mais celle-ci, pour conclure, cette violence de la gestation pour autrui est en plein développement, en plein essor, et comme toujours malheureusement, on risque d'agir trop tard. Et peut-être serons-nous jugés par les générations à venir, qui verront ce que dans les années 2000, 2010, 2020, nous aurons laissé croître sous nos yeux sans intervenir.